William Morris, comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, 10e partie. Deuxièmement, je revendique l'éducation. Ne me dites surtout pas que nous instruisons actuellement tous les enfants anglais. Une telle instruction ne satisfait pas à ma revendication, encore que j'admette volontiers que c'est déjà quelque chose. Quelque chose, c'est-à-dire, somme toute, une éducation de classe. Moi, je revendique une éducation générale. Que l'on me donne la chance de toucher à toutes les connaissances de ce monde, historiques ou scientifiques, guidées par mes seules aptitudes et mes seules inclinaisons. Que l'on me donne aussi la chance d'apprendre tous les savoir-faire manuels de ce monde, qu'ils soient artisanaux ou artistiques, peinture, sculpture, musique, l'interprétation théâtrale ou autre. Je veux que l'on m'enseigne, si tel est mon plaisir, plus d'un métier par lequel je peux contribuer au bien-être de la collectivité. Certains penseront que j'en demande trop. Cependant, il me semble hors de doute qu'il s'agit d'une revendication raisonnable. Pour que la collectivité puisse tirer quelque avantage de mes dons particuliers, il importe de n'imposer à personne la médiocrité abrutissante qui est la norme aujourd'hui et au-dessus de laquelle seuls les plus forts et les plus tenaces d'entre nous peuvent s'élever. J'ajoute que ma revendication implique des bienfaits publics qu'aucun individu, si riche soit-il, ne pourrait prodiguer à lui seul, des bibliothèques par exemple ou des écoles. Toute collectivité sage sait bien qu'elle ne peut aspirer à une vie décente si elle ne s'est pas dotée de ses soutiens. De nouveau, en revendiquant une meilleure éducation, je me vois forcé de revendiquer aussi une abondance de temps libre, ce que je fais avec confiance. Lorsque nous aurons secoué les chaînes de l'esclavage du profit, le travail s'organisera avec une telle efficacité que le fardeau se répartira d'une manière fort légère sur les épaules de tous les citoyens, ce à quoi chacun contribuera par l'évidente utilité de son propre travail. Jusqu'à maintenant, toutes ces incroyables machines que nous avons inventées n'ont servi qu'à fabriquer des quantités toujours plus considérables de marchandises dont on tire des profits, n'ont servi autrement dit qu'à augmenter les montants que se mettent dans les poches certaines personnes pour leur propre intérêt. Ils utilisent une part de cet argent comme capital, afin de produire encore plus de profits, sans égard pour tout ce que cette production gaspille quant à l'autre part. Elle constitue leur richesse personnelle ou leur permet de satisfaire aux dépenses de leur vie fastueuse et donc de la gâcher encore tout entière. Les hommes riches jettent sur une sorte de bûcher le produit du travail de leurs employés, ce que leurs escroqueries leur ont permis d'en tirer, et ils brûlent tout ce qu'ils ne peuvent utiliser eux-mêmes. Malgré toutes nos inventions, malgré ces machines qui sont censées économiser la main-d'œuvre, aucun ouvrier n'a pu jusqu'à présent bénéficier d'une seule heure supplémentaire de temps libre. Dans des circonstances plus favorables, elle ne servirait qu'à économiser la main-d'œuvre. Chacun y gagnerait d'énormes quantités de loisirs, le gâchis dû au luxe superflu serait éliminé, il n'y aurait plus lieu d'enrôler des hommes au service de la guerre commerciale. Je puis dire que le loisir ne cause aucun tort à ceux qui en disposent, mais au contraire, leur permet de participer directement au bien-être collectif par la pratique d'art ou d'occupations qui stimulent les mains ou le cerveau et qui procurent du plaisir à de nombreux citoyens. En d'autres termes, une grande partie du meilleur travail se ferait pendant le temps libre d'hommes que les trains plus l'angoisse de gagner leur pain, enthousiasmés à l'idée d'exercer leurs dons particuliers, comme tous les hommes d'ailleurs, et même comme tous les animaux. Grâce à tout ce temps libre, je pourrais par exemple me faire plaisir et développer mon esprit par le voyage si telle est mon envie. Disons que je suis cordonnier. Une fois établi l'ordre social que nous méritons, rien ne m'obligerait à fabriquer mes chaussures dans un seul lieu, toujours le même. Par des dispositions qui ne seraient pas difficiles à prendre, je pourrais aller les fabriquer à Rome, par exemple, pendant 3 mois, et revenir la tête pleine de nouvelles idées sur l'architecture née de l'observation des œuvres des siècles passés et qui pourraient être de quelque utilité pour Londres.